Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose de comparer un VTT de XC, un VTT d'enduro et un vélo de gravel sur une boucle en mode à fond la caisse. Avec moi aux manettes, évidemment. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Méline, je passe beaucoup de temps à pédaler, que ce soit en VTT ou en gravel, et parfois même sur la route, ouais ça m'arrive. Comme tout le monde j'imagine, je me demande souvent quel est le meilleur vélo à prendre pour telle ou telle sortie. On va donc essayer de se donner des éléments de réflexion là-dessus. Installe-toi confortablement, prends-toi un petit truc à boire, et on répond à tout ça juste après le générique. Cette vidéo est en projet depuis littéralement des lustres. En fait, je voulais la sortir juste après la présentation de Shaman, que tu peux aller voir quelque part ici si tu ne sais pas du tout de quoi je parle. Mais voilà, la vie s'en est mêlée, et surtout la procrastination, je crois bien, et elle n'arrive que maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'avoir du fun, mais aussi de ne pas m'épuiser inutilement sur un vélo qui soit bien trop équipé pour ce que je lui demande. Et c'est de cet aspect dont on va parler. Je me suis donc concocté une petite boucle sur laquelle les trois vélos passeront à l'aise avec Bibi aux manettes. Je le précise parce que je sais bien que toi, Jean-Kévin Gravel, tu passes tout ça en manuel, y compris les montées. Et ça c'est gravel ou c'est pas gravel? Putain, t'as bien fait d'acheter un gravel pour ça. La boucle fait 2,2 km avec un peu moins de 50 petits mètres de dénivelé. C'est pas énorme, mais je vais la faire 3 fois à fond les ballons, une fois sur chaque vélo. En fait non, je vais pas la faire 3 fois, je vais la faire 6 fois. 3 fois à fond les ballons, plus une fois par vélo, donc encore 3 fois pour faire les plans vidéo. Un peu moins à fond, mais quand même un peu, parce qu'il faut que ce soit crédible. Eh ouais, on ne recule devant rien pour faire de belles vidéos. Je vais mesurer l'effort fourni via mon cardio et la puissance mise sur les pédales grâce à un capteur de puissance dont mes vélos sont équipés. Comme ça, on verra un petit peu combien il faut mettre de watts d'une part et combien ça coûte à mon système cardio-respiratoire de les produire et pour quel effet sur le chrono. On est d'accord qu'on roule rarement à fond sur une sortie, mais c'est la meilleure façon de limiter un petit peu les écarts dus à autre chose que la performance du vélo. J'ai bien conscience que c'est pas ultime comme protocole scientifique, mais je te rappelle qu'on est quand même en train de faire une vidéo YouTube a priori plutôt divertissante et pas une publication scientifique à destination d'une revue comme Nature. Le parcours est divisé en 3 portions d'intérêt. La première portion est un sentier de terre avec quelques racines en descente. Globalement, ce n'est pas très raide ni très technique, mais par endroits ça plonge un petit peu et à un moment il y a quelques virages bien serrés. Il fait environ 400 mètres de long pour 40 mètres de perte d'altitude. La seconde portion est un chemin large et bien roulant en faux plat montant assez régulier. Il fait 800 mètres de long pour un gain d'altitude de 24 mètres. La troisième et dernière partie est à nouveau un sentier en terre, mais cette fois-ci dans le sens monté. Le sentier typique où il faut relancer en permanence, surtout qu'il y a quelques petites rampes qui font bien chauffer les cuisses. La longueur fait 400 mètres pour 19 mètres de dénivelé. Tu auras peut-être remarqué que ces 3 sections ne font pas tout à fait la longueur du parcours, c'est simplement qu'il y a des petites portions de jonction entre que je ne vais pas chronométrer individuellement, mais on aura quand même le chrono global juste pour se faire une petite idée qui aurait gagné la course. Allez, faisons rouler les vélos, c'est parti. Le premier tour sera le vélo d'enduro, un Giant Train 2 en aluminium, monte assez d'origine sauf les pneus, 160 mm à l'avant, 146 à l'arrière, pour un poids pas si monstrueux de 14,5 kg. Il passe en premier pour que je sois le plus en forme. Avec plusieurs milliers de kilomètres ensemble, je sais qu'à la montée, c'est pas le vélo le plus rapide. Ça attaque avec la descente. Il est ultra stable, super à l'aise, et les racines ou cailloux sur le parcours ne sont vraiment qu'une formalité. Aucun souci quand ça part un peu dans la pente, même quand il faut piler pour un bon virage à 90 degrés. Bon, par contre, quand il faut relancer sur un passage un peu plus ondulant, on sent quand même qu'il est un petit peu mou, mais globalement, dans le sens descente, c'est un régal. Arrive le faux plat, très roulant, on peut donner tout ce qu'on a, en n'oubliant pas de bloquer les suspensions bien sûr. Mais ça dure quand même 800 mètres et ça fait un sacré bel effort pour un sprint. On se termine sur le sentier montant et ses multiples petits coups de cul. Et là, l'alternance de passage plat voire descendant et des petits pétards pour rattraper ça encore plus fort demande des efforts courts mais très intenses. Pour sortir tout ce que je peux, je passe en danseuse, mais le vélo reste mou, même avec les suspattes bloquées. C'est pas idéal et j'arrive en haut vraiment bien entamé. Quelques instants de récup et c'est au tour du Sun Shaman XC Finest de se manger le parcours. Un vélo de cross-country en carbone tout suspendu, 100 mm devant, 100 mm derrière pour un poids de 11,5 kg. La descente passe sans problème, mais je ressens directement que je suis moins en confiance sur ce vélo. La géométrie fait qu'on pique beaucoup plus dans la pente et les freins sont quand même moins puissants, donc il faut anticiper davantage ces freinages, ce qui fait qu'on a moins la sensation d'être à fond. Mais ça reste quand même très plaisant.
Quand arrive le faux plat, le blocage des suspensions au guidon est vraiment très pratique et rend le vélo quasiment rigide, contrairement au précédent. Les petites relances sont plus franches et ça fait plaisir d'avancer. Quand arrive la remontée par le sentier, la différence est énorme. Ça grimpe vraiment mieux et ça repart beaucoup plus vite. Notamment dans les coups de cul en danseuse, le vélo est quasiment rigide et me donne une meilleure sensation de ne pas laisser la moitié des watts sur le carreau. Du coup, j'arrive en haut, limite encore plus rincé. Puisque le terrain s'y prête et que c'est tout à fait le genre de choses que l'on peut rouler avec un gravel et un minimum de capacité de pilotage, allons-y. Le vélo est mon Norco Search AR, cadre en aluminium et fourche carbone équipé en GRX 11 vitesses double plateau avec une cassette de 11,42, c'est une cassette de VTT à l'arrière, pour un poids de 10,5 kg. Comme tout à l'heure, ça attaque par la descente, mais là le ressenti est vraiment différent. D'un coup, ça me semble beaucoup moins évident à passer pleine balle et j'anticipe vraiment beaucoup plus les gros virages et les pentes plus fortes. Des pneus plus fins, une position plus basse et bien sûr l'absence de suspension font que même si ça passe sans problème, personnellement, moi je n'appellerais plus vraiment ça un kiff. Ça passe, mais on est content quand ça s'arrête. On arrive sur le faux plat montant et là, comment dire, c'est exactement l'inverse. Ce vélo a des ailes. Il restitue tellement bien la force que je peux mettre dedans, c'est impressionnant. Et on finit cette boucle avec la remontée, comme tout à l'heure, dont le gravel ne fait littéralement qu'une bouchée. Même s'il demande un peu plus de prudence dans les parties qui ondulent, il est vraiment rapide à repartir, notamment en danseuse dans les pétards. Ce qui fait que j'arrive en haut totalement explosé. Bien, alors maintenant qu'on a fait les 3 tours, voyons ce que disent les chiffres. D'abord section par section, puis on verra le final qui gagne cette course. Dans l'ordre, la descente en premier. Niveau temps, on a ici un ex-aequo entre l'enduro et le cross-country à 46 secondes. Je suis assez étonné parce que je pensais vraiment, en tout cas j'avais cette sensation d'aller plus vite avec Popeye, donc l'enduro, mais j'imagine que j'ai dû compenser ça lors des relances. Je pense que ça montre aussi qu'à mon niveau de pilotage, je ne gagne pas grand-chose à avoir un vélo d'enduro. Juste pour le fun, sur le segment Strava question, Kilps DH, j'ai certes le com avec mon temps, mais au scratch, le meilleur temps masculin est de 8 secondes de mieux. Voilà. Et le gravel, lui, arrive bon dernier sur cette portion avec 6 secondes de plus, comme on pouvait un petit peu s'y attendre. Sur la descente, aucun intérêt de mesurer la puissance mise sur les pédales parce qu'on est la plupart du temps en roue libre, et certes, il y a quelques relances, mais c'est vraiment trop court pour être significatif. Vient le faux plat, et là c'est le retournement de situation, c'est le gravel qui prend la tête de cette portion avec un temps de 2 minutes 22, une puissance moyenne de 221 watts et un cardio moyen à 154 BPM. Je fais une rapide parenthèse sur ce chiffre de 154 BPM pour le cœur qui peut te paraître très lent, mais mon cœur est lent. Et chez moi, 154, c'est mon VO2 max, donc c'est pas un effort qui fait semblant. La deuxième place est prise par Shaman qui met 9 secondes de plus et Popeye, l'enduro, qui se traîne avec 21 secondes de plus. Le cardio est globalement similaire, ce qui indique que j'ai donné le même effort à peu près sur les 3 vélos. La petite augmentation est je pense simplement due à la dérive cardiaque ou dit autrement la fatigue, parce qu'à chaque passage, je suis à fond donc je fatigue. Je te rappelle qu'avec Rouge, j'en étais non pas à mon 3e passage, mais à mon 5e passage, puisque entre chaque passage, il y avait un passage pour les vidéos. Certes un petit peu moins rapide, mais quand même pas non plus au repos, pour que ce soit crédible sur les images. Niveau puissance, là aussi, ça me semble relativement cohérent. Le plus gourmand, et pourtant le plus lent, c'est le vélo d'enduro. Alors certes, ce ne sont que 10% de watts en plus, mais à ce niveau de puissance, pour moi, c'est 10% qui tapent fort. Shaman, lui, se situe entre les deux, un petit peu moins gourmand que l'enduro, mais quand même moins efficace que le gravel. Et pour terminer, on a évidemment cette fameuse remontée du petit sentier avec ses nombreux petits coups de cul bien casse-pattes. Là encore, c'est le gravel qui prend la première place avec 1 minute et 28 secondes de temps de parcours pour 225 watts moyen et un cardio à 161. Suivi à la seconde place par Shaman qui met 9 secondes de plus pour 231 watts moyen et 159 BPM. Et enfin le troisième et dernier, Popeye, qui finit avec 16 secondes de plus pour 248 watts et 156 BPM. Personnellement, je suis un peu étonné que le gravel ait une telle avance sur cette portion. Vraiment, j'aurais
pourrait penser que le fait que ce soit plus sinueux et un petit peu sentier quand même, lui soit un peu défavorable, mais apparemment non. On peut refaire les mêmes remarques que précédemment pour la puissance et le cardio, et j'ajouterais juste qu'au vu du cardio un petit peu plus faible et de la puissance plus élevée que j'ai donnée dans Popeye, il n'a vraiment pas été lésé par rapport aux autres tests. J'étais bien en forme. Mais bon, il a fini dernier quand même, ce n'est pas un vélo qui est optimisé pour la montée. Ça ne surprendra personne, c'est un vélo d'enduro, c'est fait pour descendre. Terminons donc par le classement au chrono sur le parcours complet qui met Rouge en première place, Shaman en deuxième et Popeye en troisième. Ouais, Popeye est vraiment pas fait pour aller vite en montée, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien là comme ça, si on regarde juste ces chiffres, on pourrait se dire qu'effectivement Jean-Kévin Gravel a peut-être raison, prends un gravel, le VTT ça sert à rien, les chiffres le montrent. Alors si tu veux rouler à toc en permanence sur un parcours quand même assez roulant et pas très dur, alors certes, un vélo léger et rigide sera préférable. Mais dans la vraie vie, quand est-ce qu'on roule réellement comme ça sur ce genre de circuit? Peut-être pas si souvent que ça en fait, et moi en tout cas, je fais pas ça très souvent. Alors au vu de cette expérience, j'ai envie de discuter plusieurs aspects. D'abord l'évidence, effectivement un gravel, ça peut le faire, même très bien sur des sentiers pas trop fracassants. Je sais que chacun a une définition différente de ce qui est gravel ou de ce qui ne l'est pas, ce qui rend très difficile de parler de cette pratique. Moi personnellement, j'aime le gravel qui permet de rouler à belle allure sans avoir à grandement piloter. Éviter des ornières, d'accord, naviguer entre des racines et des cailloux qui vont t'envoyer à l'hôpital si tu te rates, en fait pour moi le moins possible. Pour moi ça c'est pas gravel. Dit autrement, j'aime quand ça roule comme sur la route, mais pas sur la route. Je sais que pour certains ce parcours est totalement gravel et ils seront donc ravis de voir que c'est ce vélo qui emporte la course, n'est-ce pas Jean-Kévin? Pour autant, je sais aussi que beaucoup ne voient pas ça comme ça, moi y compris, et préféreront probablement un vélo peut-être un peu moins efficace, mais plus capable, plus rassurant, y compris pour l'emmener sur des terrains un petit peu plus rock'n'roll quand ceux-ci se présentent, que simplement un gravel. Alors pour tous ceux qui comme moi aiment combiner pédalage et des sentiers pas trop fracassants, le vélo de XC semble finalement être quand même un bon équipement. Pas ridicule en descente, surtout quand on n'a pas vraiment de capacité technique, mais surtout pas ridicule en montée. Et il permet donc de manger plus de kilomètres et donc plus de sentiers tout en s'y faisant plaisir, en montée comme en descente. C'est bien ça que je voulais voir avec cette expérience et finalement le vélo de cross-country semble être, en tout cas dans mon cas, un choix tout à fait pertinent. Quant à l'enduro, un vélo formidable en descente mais un brin pénalisant sur l'effort à déployer en montée. Finalement, on voit bien que chaque vélo a bien son territoire de prédilection mais évidemment libre à chacun de bidouiller et de brouiller ses lignes. Cette petite expérience te donnera peut-être une idée de ce que tu peux espérer pour chaque situation, te fatiguer plus à la montée pour bomber en descente ou au contraire ralentir un petit peu la descente mais grimper comme une flèche. À toi de choisir. Alors finalement, tu es surpris du résultat? Tu ne jures que par le gravel ou par le VTT? Dis-moi tout ça en commentaire. Allez, vidéo terminée, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu auras passé un agréable moment en ma compagnie et que peut-être même tu auras appris un truc ou deux en passant. Si tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux qu'on se revoie, eh bien abonne-toi et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, tu peux regarder cette vidéo pour une magnifique balade en gravel et celle-ci pour une balade extraordinaire en enduro. Je te dis à très bientôt.